Nous sommes vendredi, chers messieurs et dames, c'est dans la dernière édition de la revue de la semaine, de cette édition donc sur Equinox Télévision. Et merci d'être encore des nôtres ce matin. La presse est disponible dans les kiosques, vous aurez l'occasion de découvrir l'actualité et le traitement réservé à ces informations. La nouvelle expression de ce matin parle d'insécurité avec le moyen qui ne votera pas dans son village. Certains cadres du parti au pouvoir dans le nord-ouest et le sud-ouest ont écrit à Elecam pour changer leur lieu de vote. Parmi eux, le premier ministre Yann Philemon, qui a demandé donc à voter à Bamenda Hub Station, le quartier administratif, au lieu de son Oku natal. Régional organisé à Bafoussam, c'était mercredi 3 octobre dernier. C'est à découvrir dans le même journal disponible ce matin. Le journal, le jeune enquêteur qui est dans les kiosques ce matin parle justement de présidentielle 2018, les péchés mignons des différents candidats, les candidats de l'opposition, tares et frasques de chacun, des adversaires de Paul Biya, à découvrir dans le journal de la page 4 à la page 5. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, l'affaire des 15 000 tonnes de blé disparues donc au port de Douala. Le gros babo entre banqueroute et tentative de flouer un partenaire. C'est à lire en page 6 de ce journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal a d'autres informations également que je vous invite à lire. Le journal Le Quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle justement du 7 octobre. Ça va se jouer sur le titre du journal, à lire dans le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations également que je vous invite à lire. Le même journal Les du Sahel parle de ce que les enseignants attendent du prochain chef de l'État dans le Grand Nord. Il y a bien de choses à lire dans cet article également pour comprendre aussi un peu ce qui s'est dit et surtout qu'on a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas assez d'enseignants dans cette partie du pays, notamment le septentrion en général. C'est à lire. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Aucun meeting. Nadamoun Damdjoya dans le Grand Nord. Qu'est-ce qui fait problème? La suite est à lire dans le journal en page 4. Et puis le messager de ce matin qui est dans les kiosques parle de Kribi, Jules Dorin Dongo et Mbamba Grégoire, bagarre. Il y a bien entendu des choses à dire en page 3. Et aussi on parle aussi de l'affaire Vietel, des dialogues dessous entre Vietnamiens et Camerounais. C'est à découvrir dans le journal également ce matin en page 5. Et on s'intéresse aussi à la citoyenneté, ce que liberté de voter veut dire. La chronique de François Chanon est dans le journal Le Messager de ce matin. Mutation qui est dans les kiosques par d'élections présidentielles vivement dimanche, avec également les 6 millions d'électeurs qui sont attendus, en tout cas 6 millions de Camerounais qui sont attendus aux urnes le 7 octobre prochain. Les dernières séquences de la campagne électorale à lire dans le journal. Comment protéger son vote? L'éditorial de Prosté Ayama à découvrir dans le journal, de la page 3 à la page 10 du journal Mutation de ce matin. Mutation qui a d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Et puis intégration qui est dans les kiosques par la présidentielle 2018 pardon, donc avec des clés pour faire son choix avec des différents le numéro de ce matin dans les kiosques c'est Info Matin. Et puis la météo qui est également dans les kiosques par la présidentielle Benue Est pour un plébiscite de Paul Biya, c'est ce que dit le journal. D'autres informations également à découvrir dans le numéro de ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse également à la présidentielle et il fait savoir que c'est le sprint final des candidats, en tout cas ce week-end avant dimanche, donc samedi jusqu'à minuit. Ce sera la fin de campagne aussi. Et également on parle des banques françaises qui perdent du terrain en Afrique dans le cadre du secteur financier, dans le Financier d'Afrique de ce matin. Le journal essentiel qui est dans les kiosques par le présidentiel 2018, dimanche 7 octobre, aucune victoire. Unis pour un 100% à Biya, avec également tout cela continue dans le journal Équation également qui est dans les kiosques parle de Paul Biya. On choisit pour Paul Biya, on choisit bien entendu l'expérience dans le numéro de ce matin. Jean-Claude Bointou prescrit l'accélération des travaux aussi, des sujets bien d'autres que vous aurez donc à découvrir dans les tabloïds de ce jour. Et puis le journal Émergence parle de Cabral Libi, pion du régime ou espoir du peuple, c'est une question, mais 10 experts s'affrontent sur le sujet dans le numéro de ce matin. Le même journal qui parle de la présidentielle du 7 octobre parle également de marginalisation des observateurs nationaux. C'est dans le tabloïd. Voilà ce que la presse nous propose. Nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par ces différents tabloïds. Sur ce plateau, Camille Nélé, bonjour. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Georges Séné. Mais avant d'ouvrir, je dois dire qu'en ce moment où tout le monde ne parle que d'élection, et où les candidats sont en train de faire le tour des quatre coins du pays. Moi, j'ai lu un article ce matin dans le Jeune Enquêteur avec un petit village qu'on appelle Galim, qui n'a jamais eu de morgue, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau, mais où une dame
a réussi à rendre opérationnel une morgue depuis 1960. Les gens qui meurent à Galim sont obligés de transporter, leurs familles sont obligées de transporter leur corps à 17 km de là, en Bouddha. Et la mort de Mbouda qui ne peut contenir que 10 corps, si celle-là est pleine, on l'amène à Tchang, à 60 km. Alors, moi j'ai lu dans le jeune enquêteur cet article qui est extraordinaire, qui a été une œuvre réalisée par une dame qui ne se réclame d'aucun parti, mais qui a pensé seulement à son village, Madame Suzanne Fabas. C'est une contribution de toute façon. Bien d'autres aussi. Bonjour, Georges Sémé. Bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour aux doyens et bonjour à tous les accros de ce programme. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, un fait et une actualité également dans le journal, la nouvelle expression de ce matin, Philemon Yan ne va pas voter dans son village natal à cause de l'insécurité, dit le journal, mais il a écrit à l'ECAM, il n'est pas seul, bien d'autres. 95 à l'article 115, comment les opérations électorales se déroulent en ce qui concerne le bureau de vote, le déroulement du scrutin et le dépouillement. À l'article 102, on dit clairement que nul ne peut voter sur une liste électorale dans le bureau de vote où il n'est pas inscrit. C'est clairement défini. Et l'alinéa 2 de cet article dit clairement également qu'il n'y a que le président de la commission de l'ECAM locale et les membres qui peuvent voter, qui peuvent astreindre, qui peuvent être admis à voter dans un bureau de vote où ils ne sont pas inscrits. Mais là, il faut passer par une ordonnance d'un tribunal compétent. Donc ça ne dit nulle part qu'une autre autorité qui jugerait qu'elle ne peut pas voter dans un bureau de vote ait le droit de voter dans un autre bureau de vote, parce que bien évidemment, ça fausse un peu quelques données. Donc je crois qu'il y a une certaine absurdité de la loi à ce niveau, un certain flou de la loi, ou alors la loi n'a pas prévu ce cas-là, mais je crois que les membres des commissions locales de l'ECAM ont quand même le pouvoir de désigner, de donner des autorisations spéciales à toute personne qui requiert ne pas voter dans une circonscription ou alors dans un bureau de vote où il se sentirait en danger. Mais en l'état actuel des dispositions qui sont contenues dans le code électoral, il n'y a que les présidents des commissions locales de l'ECAM et les membres qui peuvent, en passant par une ordonnance du tribunal, qui peuvent voter dans un bureau de vote où ils ne sont pas inscrits. Donc il y a ce flou dans le code électoral qu'il faut certainement amender dans les prochains mois, ou alors après le déroulement. La nouvelle expression ne dit pas que ça a été fait de toute façon, ou alors que ça n'a pas été fait de toute façon, mais on observe simplement que le Premier ministre, ou alors il n'y a pas que lui, d'autres autorités ont écrit à l'ECAM pour solliciter cette délocalisation. Georges Sémé est tombé strictement sur le plan juridique en disant que la loi électorale prévoit ceci, prévoit ceci, mais cette loi électorale n'avait pas prévu qu'il pourrait y avoir crise comme ça se passe, et qu'est-ce qu'il faudrait faire. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est à la dernière seconde au village, et pendant qu'on demande aussi aux partis politiques de s'occuper, de déplacer internes pour aller voter dans leur parce que cette crise arrive au moment de l'élection. Et malheureusement, l'élection arrive, la crise n'est toujours pas, on ne l'a toujours pas tuée. Ne s'est pas estompée. Elle ne s'est pas estompée, c'est pour cela d'ailleurs que dans le même journal de la Nouvelle Expression, il y a un article qui parle de peur, sur incertitude sur l'élection. Incertitude sur l'élection, pourquoi? Parce que les gens se disent que cette élection pourrait connaître des incidents dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Or, hier soir, à la télévision, j'ai entendu, comme beaucoup de Camerounais, le représentant du ministre de la Défense, qui a fait une déclaration, a donné la chair de poule, en disant que oui, il y a des risques de déflagration dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'est et dans l'extrême nord. Et que, les forces de sécurité essayent de mobiliser les éléments, et que dans les bureaux de vote, il y aura des policiers, sur les itinéraires comment emprunter les populations. Il y aura des gendarmes, mais seulement on ne peut pas couvrir tout le territoire parce qu'il y a un problème d'effectif. Comment le représentant du ministre de la Défense peut-il dire à 48 heures de l'élection qu'il y a insuffisance d'éléments? Et pour corroborer cette affirmation, qui moi je dis est tout simplement contre-productive, il dit que l'armée a perdu 108 éléments. 108 éléments, si ces 108 éléments n'avaient pas été touchés, il y aurait eu suffisamment d'effectifs. Moi je pense que cette affirmation contribue plutôt à accentuer la psychose de la population, parce que si le représentant du ministère de la Défense dit que nous n'avons pas suffisamment d'effectifs pour sécuriser tout le pays, c'est grave. Et c'est grave, d'autant plus grave que, par exemple, on voit mal comment le danger peut venir de l'Est. Aujourd'hui, l'Est n'a rien à voir avec le Cameroun. À l'Est, on sait très bien que ce sont des actions mafieuses et criminelles des bandits de la Séléka. On sait qu'à l'extrême nord, Boko Haram
qui avait un modus operandi que l'on connaît avec l'explosion aujourd'hui. Ça s'est transformé en grand banditisme avec des bandes qui viennent, qui pillent les villages, qui tuent les gens, qui s'en vont. Le grand danger, le véritable danger, c'est le sud-ouest et le nord-ouest. Mais qu'on ne nous dise pas qu'il y a des dangers qui vont venir de sites ou d'endroits qui ne sont pas complètement directement impliqués dans voilà. Donc moi, ça m'a un peu estomaqué. Et je sais, mais moi je pense que vous avez aussi entendu ce communiqué du représentant du ministre de la Défense. Bien sûr, je l'ai suivi, mais je crois que c'était un discours réaliste, un discours vrai, mais qui est administrativement maladroit parce que ça contribue à augmenter la psychose qui est déjà assez pesante dans ces deux régions. Ça contribue donc à remuer le couteau dans la plaie davantage. Mais en toute vérité, je crois que les forces de l'ordre aujourd'hui sont complètement débordées avec la crise anglophone, mais avec les autres crises que l'on observe du côté de l'extrême nord et du côté de l'est. Mais ça ne veut pas dire que on n'a pas les ressources humaines suffisantes pour sécuriser les opérations électorales. Mais seulement cette ressource humaine n'est pas disponible pour embrasser tous les chantiers de défense que le Cameroun connaît aujourd'hui. Mais maintenant, pour revenir sur l'aspect insécurité dans la région anglophone et le Premier ministre qui risque de ne pas voter dans son bureau de vote, mais je pense que si il est clair qu'il faut s'inquiéter, zone-là, il y a une insécurité assez exacerbée. Donc, pour moi, c'est un discours qui fait ce qui rassure la sécurité, d'autres électeurs. Voilà, et donc ce n'est pas un discours responsable, mais on veut bien que il y a un vote intégral dans tous les bureaux de vote, mais avec les conditions sécuritaires telles que cela a même été constaté par Elecam, je crois que la mesure de créer des centres de vote serait la meilleure mesure afin de permettre, même si n'en déplaise aux partis de l'opposition qui pensent que c'est une manœuvre du Conseil électoral de vouloir empêcher à un certain électorat de voter, mais je crois que c'est la meilleure mesure à prendre aujourd'hui pour donner des chances à chaque électeur de voter à travers les centres de vote qu'à travers les bureaux de vote. À combien de jours de l'élection? Je crois que c'est une mesure qui a été proposée depuis longtemps par Elecam et elle n'a pas reçu l'assentiment des partis de l'opposition qui estimaient que c'est juste une manœuvre pour Elecam d'essayer de distraire l'électorat. Il y a eu des réactions des partis politiques. Tout à fait. Ne sont pas d'accord avec ce procès. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'avec les conditions de sécurité qui sont pas rassurantes, je crois que la formule à adopter, ce serait de créer des centres de vote. Mais maintenant, est-ce que l'électorat qui appartient aux partis de l'opposition pour abstention record dans les deux régions anglophones. Alors, je ne veux pas lire dans une boule de cristal, mais je crois que c'est le scénario auquel on est malheureusement confronté aujourd'hui. Alors, c'est en page 9 de la nouvelle expression parlant notamment de Philemon Yang qui ne votera pas dans son village à cause de l'insécurité. Il va plutôt voter à Bamenda, Upstation, au quartier administratif, au lieu d'aller dans son Oku natal. Alors, autre chose, on parle également de l'Ouest, vous l'avez évoqué déjà, l'élite RDPC qui redoute des violences dans cette partie du pays. Est-ce que c'est à cause de ces déplacés qui arrivent ou simplement il pourrait y avoir autre chose? Non, mais à cause du fait qu'il y a des incursions que l'on a vues venant du Lébialem qui se sont tournées du côté de Fongutongo et du côté de Tchang. Et maintenant, il y a énormément de déplacés qui ont quitté justement le sud-ouest et le nord-ouest pour se retrouver du côté de l'ouest. Et c'est pour ça qu'une certaine élite est en train de faire, de humer et de sentir tous les déplacés qui arrivent, de sentir si celui-ci ne semble pas le sanctionner, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas très rassurés parce que entre la personne qui a fui la violence et la personne qui amène la violence, il n'y a parfois pas beaucoup de différence. Et moi, je pense que c'est à raison que ces populations de l'Ouest qui veulent continuer à rester en paix se disent qu'on ne sait jamais, hein. Et voilà. Donc on va lire ça également dans le journal aussi. Bon, bah, vous voulez dire un mot? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'élection propre. C'est soit des querelles ou alors des choses empoignantes entre soit des scrutateurs ou entre militants des représentants des candidats. En ce qui concerne l'Ouest précisément, l'élite a le droit de s'inquiéter parce que on a quand même vu un spectacle lors d'un meeting de Maurice Kamto où il y a eu une rencontre entre les militants de Maurice Kamto, les affiliés de Maurice Kamto et ceux du RDPC, et on a vu qu'il y avait quelques rixes où on déchirait de là à aller s'illustrer par des actes de violence. Donc je crois que c'est totalement irresponsable. Donc, il appartient maintenant aux candidats d'appeler au sens de responsabilité et de civisme de leurs militants afin qu'on n'observe pas des actes de violence, que ce soit à l'ouest ou
ou partout ailleurs. Ce que vous êtes en train de dire, José, est d'autant plus vrai. Mais seulement quand on lit une certaine presse, surtout celle éditée à Yaoundé, on voit plutôt des titres alarmistes qui disent qu'il y aura des échauffourées, il y aura des violences après les élections, puisque ceux qui vont perdre vont s'attaquer. Non, moi je pense que c'est aussi un mauvais message que les journaux lancent avant une élection, qui est une élection déjà d'un genre pas comme les précédentes, mais il ne faut pas que les gens commencent à enflammer les têtes et allumer les idées ou bien un certain nombre de velléités dans la tête de personnes qui n'y pensent peut-être pas. Il serait contre-productif au Cameroun que après cette élection, il y a des gens qui descendent dans la rue pour commencer à brûler des maisons, à brûler les voitures des gens et tout ça. Mais dans les journaux de Yaoundé, dans moins 4 ou 5 journaux, il y a des articles qui ne parlent que de ça ce matin. Et moi, j'ai trouvé ça absolument irresponsable. Alors, on peut déjà commencer à voir tout ça à travers c'est pas un journal de Yaoundé, c'est le Messager, en tout cas, qui présente un peu à la une de Jules de Rendongo et Grégoire Mbamba qui s'affrontent. Et le journal dit, ils bagarrent. Pour quelles raisons? Pourtant, ce sont des militants d'un même parti. Ce sont des militants d'un même parti, ce sont des élites d'une même région, le même département, celui de l'océan, mais ils ont des responsabilités politiques diverses. Et vous savez que dans ce genre de cas, ce n'est pas seulement l'apanage du département de l'océan. On l'observe aussi dans d'autres départements où certaines élites politiques, pour des raisons de plate-bande politique, ou alors pour plaire au président de la République, c'est tripes carrément. Et c'est ce qu'on a vu dans un meeting où l'article mentionne même qu'on en est allé presque aux mains pour deux élites. Je crois que M. Bamba est sénateur et Jules Dorendongo il est ministre des forêts et de la faune. Donc, c'est quand même deux grosses têtes de notre administration. Qui se donnent un spectacle. Voilà, deux grosses élites du département de l'océan, mais qui se donnent quand même un spectacle et qui risquent par là même de desservir l'homme qu'ils servent, c'est-à-dire le président de la République. Mais rappelons que la querelle entre ces deux personnes ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille querelle qui a commencé depuis 2010, je pense, et c'est toujours pour le contrôle de l'espace politique ou alors pour être le plus vu ou alors le plus séducteur aux yeux du président de la République que ces deux personnes se battent et chacun a ses lieutenants, et à travers ces lieutenants, donc, il y a des rixes, il y a des échauffourées, il y a des bagarres, et Jules Dorendongo, malheureusement, qui est quand même le responsable politique hiérarchique supérieur de M. Mbamba, malheureusement, n'adopte pas un ton conciliant pour ramener la paix dans ce département. Il se jette également dans la bagarre et ça a donné le spectacle que nos confrères du Messager ont relevé dans l'édition de ce matin. Gilles Dorendongo et Mbamba bagarre. En tout cas, Kribi, c'est ce que dit le journal. Vous pourrez donc lire en page 3 de ce numéro. Le journal parle également d'autres choses aussi. Nous allons revenir là-dessus, mais nous restons encore sur la politique avec Yaoundé Douala qui sont également des fiefs pour les derniers meetings des différents partis de l'opposition, en tout cas des candidats à cette élection présidentielle. Le Social Democratic Front parle plutôt de cette démonstration de force annoncée à Douala et à Yaoundé. Un peu comme si, depuis le départ, il n'y a pas eu une action concrète ou forte. Il y a des actions concrètes de tous ces partis. Tous ces partis, on a vu comment tous ces partis, la plupart de ces candidats ont mobilisé les foules. Et vous savez, l'action finale, les actions finales, c'est aujourd'hui et demain, parce que c'est demain que se termine la campagne électorale. Bon, c'est chacun qui jette ses dernières batailles, qui veut faire le dernier show avant l'élection elle-même. Et on va voir ce qu'on va voir. Et vous savez, le public aussi, qui est friand de ces messages, qui veut écouter ces candidats, ces futurs présidents, ces potentiels présidents parler. De toute façon, c'est quand même intéressant. C'est le signe que la démocratie est de plus en plus vibrante au Cameroun. La vraie ou la démocratie saupoudrée? Oui, à ce sujet, la vraie démocratie parce que l'élection présidentielle 2018 quand même a apporté beaucoup de nouveautés en termes de personnel électoral et en stratégie de campagne. Et pour revenir maintenant au sujet de la nouvelle expression, Yaoundé et Douala constituent d'abord les grandes villes du Cameroun. Et c'est vrai que Yaoundé apparaît deuxième et Douala troisième en matière d'inscription de liste électorale, mais c'est quand même les principales villes du Cameroun. Et la plupart des candidats ont lancer leur campagne à partir de Yaoundé et Douala et ils espèrent donc la terminer dans ces grandes villes. Mais je crois qu'en l'état actuel de la campagne électorale, chaque électeur a déjà une idée de qui il va voter. Ce n'est pas en tenant un meeting apothéotique, c'est-à-dire une grande apothéose qui viendra changer le vote raffermi de chaque électeur dans le cadre de cette élection. Les inconnus, maintenant, c'est
pour moi, ça c'est un avis très personnel, c'est le taux de participation par les derniers meetings dans les villes de Yaoundé, même si on invite tous les artistes célèbres qui viendra changer outre mesure le choix déjà porté sur des candidats. On va dire que Marlise Doualabel a commis en tout cas un article ce matin. Elle fait dans le journal Le Messager, elle rappelle quand même, elle interpelle les femmes qui aujourd'hui n'occupent pas assez de places, même pas une seule femme à cette élection présidentielle, mais sur d'autres plans également. Elle estime qu'il faut accorder de l'attention à un candidat, le meilleur, celui qui va sûrement leur accorder également à son tour, l'attention également. Donc, un peu un jeu de mots pour dire que c'est une histoire d'Ndjangui. Tu me donnes, je te donne. Bien entendu. Mais Marlise Doualabel, l'honorable Marlise Doualabel, députée à l'Assemblée nationale, que l'on voit très active sur le plan politique et même sur les plateaux de télévision, et qui est d'ailleurs très persuasive, a commis dans le Messager une lettre ouverte à Paul Biya. Mais à travers cette lettre ouverte, elle interpelle, elle appelle et les femmes du RDPC et les femmes du Vori et les femmes du Cameroun à aller dans le sens de son choix à elle, et surtout pour séduire ces femmes et leur faire comprendre qu'elles ont tout à apporter au président de la République, qui aussi va leur apporter quelque chose. C'est une chronique assez intéressante à voir. Il faut acheter le Messager. Et voilà, on peut lire l'article également ce matin. Oui, cet article fait un peu comme l'appel à Samuel Eto'o qui appelait ses femmes à faire comme lui. Donc Marlise Doualabel également demande aux femmes de porter le choix sur son candidat. Elle est du RDPC. En s'appuyant sur ce qu'elle a reçu déjà. Voilà, en s'appuyant sur ce qu'elle a reçu. Donc je pense qu'elle est libre de choisir qui elle va voter étant militant du RDPC. Son choix est porté sur Paul Biya. Et elle appelle les femmes, un peu comme Samuel Eto'o a appelé ses femmes à faire comme lui en votant pour Paul Biya. Mutation dit vivement dimanche. Donc, avec les pratiquement 6 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes dimanche, vivement que le jour arrive et que chacun prenne sa décision. Tout à fait, la campagne électorale finit le samedi à minuit et dimanche auront lieu les opérations électorales. Donc je pense que, comme le disais tout à l'heure, l'incertitude maintenant réside sur le taux de participation, parce que c'est quand même une grosse inconnue avec tous les aléas que nous avons en matière de sécurité, en matière de mobilisation des ressources humaines et des finances dans le cadre de cette élection. Donc je crois que le taux de participation serait sérieusement à scruter. Mais il faut également scruter le second qui va accompagner le RDPC. Parce que franchement, tous les sondages sérieux aujourd'hui donnent une victoire du candidat du RDPC. Et compte tenu de la sphère politique de notre pays, je ne vois pas quel candidat actuel ou alors quel regroupement politique va renverser la tendance. Donc ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est le dauphinat du candidat du RDPC qui sera deuxième à l'issue de ces élections présidentielles. Est-ce que c'est encore le SDF ou alors ce sera une nouvelle figure qui représente un autre parti? Et là, je fais un clin d'œil à M. Kamto ou alors à Krabalibi et les autres partis qui auront leur partition à jouer en ce qui concerne la position du Dauphinat. Alors, donc, vous allez dans le même sens que Info Matin, ce matin, qui parle de Grégoire Awona, qui dit une coalition de 8 n'ébranlera pas. Tout à fait. Même si... Vous savez, tous ceux qui accompagnent le président Biya dans sa campagne, tous ses ministres, tous ses envoyés, tout ça, tous prédisent la victoire de Paul Biya. Et au moins 4/5 des journaux prédisent la victoire de Paul Biya. Mais je pense que il n'y a plus de débat à ce niveau. Le débat, c'est de savoir, c'est que vivant dimanche comme à mutation, il faut qu'on arrive à dimanche, qu'on voit alors la vraie chose, qu'on voit ces électeurs-là. Et surtout, moi je pense que tous ceux qui ont assisté au meeting et qui ne s'étaient pas inscrits sur les listes électorales, ça va leur donner maintenant l'envie de s'inscrire réellement, parce que les prochaines élections, les municipales et les législatives qui arrivent en 2019, je suis sûr d'une chose, il y aura un taux de participation vraiment record, parce que ces gens-là comprennent. Ah oui, vous pensez? Ils comprennent, pardon? Vous croyez? Parce qu'ils vont voir, parce qu'il y a beaucoup qui sont au meeting qui ne sont pas inscrits. Et moi, je pense que ça va leur donner maintenant l'envie de participer et de mettre vraiment leur voix pour le compte de tel ou tel candidat. Et c'est pour ça que je pronostique. Assisté à plusieurs grèves des enseignants et à chaque fois il y a des promesses malheureusement qui ne sont pas tenues, et ils profitent de la célébration de la journée internationale qui leur est allouée pour revendiquer, remettre sur la table, pour réchauffer les mêmes revendications qui portent globalement sur leurs conditions de travail, sur les états généraux de l'éducation, sur l'amélioration du statut particulier de l'enseignant, et également la révalorisation de certaines primes qui leur sont quelquefois allouées. Donc je crois que c'est
l'État devrait, dans le cadre d'une plateforme de dialogue social, devrait sérieusement se pencher sur leurs problèmes et amener des solutions définitives. Et n'oublions pas que c'est par les enseignants anglophones que la crise, et les avocats bien sûr, que la crise anglophone a démarré pour se retrouver au stade où on se retrouve actuellement. Donc, je crois que l'État, le gouvernement, gagnerait à se pencher sérieusement sur les revendications des enseignants, parce que on les appelle les seigneurs de la crème, mais c'est quand même des faiseurs de rois et des personnalités aujourd'hui, et ils mériteraient qu'une attention particulière leur soit accordée. Ce que les enseignants attendent du prochain chef de l'État, c'est l'aide du Sahel qui essaie d'expliquer tout cela ce matin. Les enseignants attendent beaucoup du nouveau chef de l'État. Ils attendent beaucoup. Le chef de l'État lui-même doit imaginer que les enseignants comptent énormément sur lui sur lui et le chef de l'État et les potentiels concurrents, ce qui doit être fait dans le sens vraiment de l'accomplissement de leur mission. Très bien. Dans le messager également ce matin, on parle bien entendu de l'affaire Vietel, avec le dialogue de sourds entre Vietnamiens et Camerounais. Rien ne marche véritablement. Les Camerounais sont en danger en ce moment. Ils sont en situation précaire, en ce qui concerne cet imposte. Et on entend même, on nous laisse croire qu'il y a même eu des limogeages, parce qu'on veut remplacer la ressource humaine. Même l'arrangement à l'amiable qui est négocié, exactement, et qui est engagé n'évolue pas. Certains postes ont été accordés à la ressource humaine vietnamienne au détriment de la ressource humaine camerounaise. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamental. Je prends par exemple le cas de la gestion du port autonome de Kribi, ou la gestion du terminal à conteneurs du port de Kribi, où on a eu ce même scénario avec les Français Nécotrans et les Camerounais qui étaient réunis autour de la KPMO. Et on ne réussissait pas à s'accorder sur la redistribution des postes stratégiques. En ce qui concerne le président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur d'exploitation, le directeur commercial et le directeur financier ou bien des ressources. Alors tout cela a créé un désordre qui a abouti à un autre changement. Exactement. On arrive à la même cause produit le même effet aujourd'hui en Excel, où on trouve cette rivalité entre les cadres camerounais et les cadres qui sont venus du Vietnam. Vous voulez parler de Vietel, pardon, parce qu'ils ont l'expertise technique et ils ont la majorité du capital. Je crois que c'est un problème sérieux sur lequel le gouvernement devrait se pencher dans toutes les entreprises où il y a encore que les Camerounais sont en danger, un actionnariat mixte entre nationaux et étrangers. Très bien. Alors un mot également sur l'affaire de 15 000 tonnes de blé disparues au port de Douala. Dans le cadre, c'est le journal Le Jeune Enquêteur qui revient sur cette question. C'est un vieux sujet qui fait le tour des tabloïds et une affaire qui est en justice depuis depuis un an, effectivement. Le messager en avait parlé il y a quelques mois, et aussi bien Mutation que l'œil du Sahel. C'est-à-dire que c'est une affaire qui a tout simplement coupé le souffle à tout le monde ici. Il y a beaucoup d'affaires au port quand même. Beaucoup d'affaires au port, justement. La justice le groupe Babo qui avait reçu 15 000 tonnes de blé, mais qui avait même payé et mis des effets de commerce, mais il s'avère à la fin, au final, que on ne sait pas ce que sont devenus ces 15 000 tonnes. L'affaire devant les tribunaux, et je pense que le jeune enquêteur qui revient sur ce sujet aujourd'hui réchauffe tout simplement les contours de cette affaire, parce que l'aboutissement judiciaire est en train de poindre du nez. Très bien. Alors, des sujets pas des moindres, en tout cas, que je vous invite à lire dans la presse ce matin. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est vrai que je vous invite à rester davantage prudent et vigilant. Chacun de vous va sûrement voter dimanche. Chacun choisit son candidat. Mais on n'a pas tué le vendredi soir de toute façon. Je peux faire comme ça, mais te dire pour qui je vais